Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal d'information locale. Voici les titres de ce lundi 14 mai 2018. Focus sur l'Extraction Challenge 2018. Ce sera au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines du 24 au 26 mai. Des compétitions nationales de désincarcération et de secours d'urgence aux personnes menées par les sapeurs-pompiers. Couplées à une campagne de prévention pour tous, les organisateurs seront en plateau. Emmanuel Macron vient de fêter sa première année de mandat. Qu'en pensent les acteurs de la politique yvelinoise? Réponse dans quelques instants. Et puis nous nous pencherons sur le Festival de Cannes tout au long de la semaine. Premier rendez-vous avec Grégory Canalet depuis la Croisette ce soir pour nous parler du travail des exploitants des salles des Yvelines qui ont fait le déplacement. Dans l'actualité yvelinoise, également la mobilisation d'une partie des agents travaillant dans les écoles de Versailles. Des agents versaillais réunis à l'appel du syndicat autonome FA-FPT qui souhaitent être entendus sur ces propositions concernant la réorganisation du temps de travail suite aux évolutions des rythmes scolaires. Les cantines ont été principalement impactées par le mouvement de ce lundi, un mouvement qui pourrait se poursuivre jusqu'en septembre. On veut travailler un mercredi sur deux. Parce que depuis qu'il y a le rythme scolaire, avant, quand il n'y avait pas le rythme scolaire, on travaillait pas les mercredis, parce que c'était le but quand on travaillait dans les écoles. Maintenant, comme il y a avec le rythme scolaire, les centres de loisirs, ils sont dans les écoles, on est obligé de travailler les mercredis. Alors nous, on ne demande pas de ne pas travailler, on a dit qu'on veut travailler, mais on veut avoir un mercredi sur deux. Propos recueillis par Nicolas Kirillovitz. C'était il y a un an, le 14 mai 2017. Emmanuel Macron était investi président de la République. Édouard Philippe devenait Premier ministre le lendemain et débutait ainsi les chantiers législatifs à l'Assemblée nationale. Comment est perçue dans les Yvelines cette première année d'exercice du pouvoir? Pour en parler, Nicolas Dandry. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Wilfried. Quelles ont été les principales réformes réalisées déjà durant cette première année de mandat par Emmanuel Macron? Emmanuel Macron a commencé par réformer le Code du travail par ordonnance, une loi sur la moralisation de la vie politique ou encore la suppression progressive de la taxe d'habitation, des mesures déjà emblématiques de ce début de quinquennat d'Emmanuel Macron. Je ne vous cite que ces trois-là, mais les réformes sont déjà nombreuses avec des heures de travail considérables pour les députés. Quand je vais à la rencontre des citoyens, je leur dis écoutez, je suis vraiment navrée de ne pas être suffisamment sur le terrain, en tout cas autant que je le voudrais, parce que nous sommes très sollicités à l'Assemblée avec tous les projets de loi qui arrivent et qui sont là pour effectivement finalement vous changer votre vie. Donc ce que je retiens de son action, c'est toutes les réformes structurelles que nous attendions depuis très très longtemps et qu'il est en train de mener. Et ce travail du pouvoir exécutif, nous pouvons le constater à travers les statistiques de l'Assemblée nationale, une cinquantaine de textes promulgués par le président de la République, 83 projets de loi déposés par le gouvernement, dont 34 examinés en procédure accélérée, une Assemblée nationale qualifiée d'inexpérimentée, dominée par les cabinets ministériels par le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgousse. Il tient néanmoins à saluer et à voir, à attendre les résultats. Écoutez-le. Je crois que oui, il y a une volonté quand même de faire avancer, de remettre en cause un certain nombre de règles qui pénalisent le pays. Voilà, il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses, et puis surtout bien sûr des choses qu'on attend, parce que on ne pourra se prononcer que lorsqu'il y aura des résultats réels. Et moi, je viens du monde de l'entreprise, on ne connaît que les résultats. Les intentions, les déclarations, c'est bien, mais les choses en cours, c'est bien, mais il n'y a que les résultats. Toujours chez les Républicains, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, parle d'un fossé qui se creuse entre le pouvoir et la vraie vie. Fin de citation. Et du côté des élus de gauche à présent? Alors à gauche, la politique du président de la République est qualifiée de libérale. La politique fiscale est critiquée. La réforme de la SNCF est contestée, avec une inquiétude grandissante pour le service public. On voit que les profits du CAC 40 ont explosé. On voit que les milliardaires de ce pays ne sont plus imposés à l'impôt sur la fortune. En revanche, sur le terrain, on constate que les petites associations qui avaient besoin des contrats aidés se sont fait amputer de plusieurs emplois. On constate que ceux qui se battent pour défendre les services publics, la SNCF, les maisons de retraite, les hôpitaux, n'ont jamais la moindre intention de la part du gouvernement et au contraire, les économies se font sur le dos des plus faibles, toujours pour enrichir les plus fortunés de ce pays. Et le rythme accéléré des réformes ne ralentit pas. Prenons l'exemple de la révision constitutionnelle prévue dans les prochains mois, avec notamment la réduction du nombre de parlementaires.
Et c'est une réduction très fortement contestée par un autre Yvelinois, d'ailleurs, le président du Sénat, Gérard Larcher. Merci Nicolas. Solidarité à présent avec le Football Club Phoenix de Versailles. Ils viennent d'Afghanistan, de Côte d'Ivoire ou encore de Guinée. Des réfugiés réunis sous les couleurs de la Cité Royale. Un groupe de bénévoles les aide et les soutiennent. Pour le premier anniversaire du club, une réunion a eu lieu. Patrick Jacques de Dixmude et Manon Varaldo. Soudanais, Sénégalais ou Afghans, les migrants de Versailles et bénévoles se sont retrouvés pour un après-midi festif sur le stade de Jussieu. Faire du football un vecteur social d'intégration pour des migrants avec des histoires parfois tragiques, c'est ce qu'a réussi le FC Phoenix. Ça leur permet aussi de penser à autre chose pendant quelques heures. Ça leur permet de se retrouver dans un cadre différent que le centre. Ça leur permet de mieux se sentir dans la cité. Du coup, ils ont un rapport à Versailles qui est un peu plus intime, un peu plus précis. Ils connaissent certains lieux, ils connaissent certaines personnes. Et certains de nos joueurs ont été repérés par des clubs. C'est pas pour ça que du coup ils sont sauvés, qu'ils vont avoir leurs papiers, etc. Mais au moins, le temps qu'ils sont ici, leur vie est différente. Pour le premier anniversaire du club, la plupart des footballeurs étaient là. Ceux qui ont changé de centre d'accueil sont revenus pour l'occasion. J'étais l'ancien joueur de là et j'étais transféré à Bretagne. Ils nous ont organisé du match, ils ont ramené des manger pour les gens là-bas au centre aussi. Et ils sont très bons, parfois ils ont ramené des chaussures, des habits pour partager les gens. Vraiment, ils sont très gentils. Depuis sa création, 130 joueurs âgés de 18 à 55 ans affrontent diverses équipes au sein du club FC Phoenix. C'est une équipe qui est en recomposition permanente, où nous n'avons pas un noyau dur sur lequel s'appuyer pendant des mois, parce que beaucoup de joueurs ne connaissent pas leur avenir. Ils peuvent être transférés quasiment du jour au lendemain. Le FC Phoenix espère encore de belles années et continuera ses rencontres. Tous leurs rendez-vous sont indiqués sur leur page Facebook. La première édition de la bourse d'été pour les enfants de Coignères à l'initiative des parents d'élèves. Les enfants des groupes scolaires élémentaires de la commune étaient invités à venir vendre leurs jouets, leurs vêtements. Vous le voyez sur ces images, le succès était au rendez-vous. L'opération sera sans doute élargie aux collégiens l'année prochaine. Un rendez-vous qui a permis de fédérer parents et enfants. Écoutez. Les parents se rencontrent, alors la plupart pour le coup sont de Coignères, donc on se connaît tous à peu près. Maintenant, les enfants, eux, ne se connaissent pas forcément puisqu'ils sont des écoles différentes et du coup, ça leur permet de faire connaissance, puis de passer un bon moment, sous le contrôle des parents. C'est un constat inquiétant. On estime que 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année. En cause, les pesticides, les maladies, mais aussi le manque de nourriture. Les fermes de Galie se sont engagées dans leur préservation et ont organisé la 2e édition de la fête des abeilles. Un moment d'échange pour sensibiliser le grand public. Avant de retrouver l'un des responsables des fermes de Galie en plateau, le reportage de Camille Lambert. Dans le corps, les mêmes alvéoles vont servir à stocker du miel, du pollen et à élever les abeilles, le couvain. C'est la première fois que ces visiteurs découvrent une ruche. Plus de 40 000 abeilles vivent à l'intérieur. Et si les voir d'aussi près peut être impressionnant, les plus jeunes ne semblent pas effrayés. Avec sa petite barre, il a un peu gratté comme ça l'abeille. Elle a un peu mangé le miel, on a vu le miel. Mes enfants puissent voir comment est-ce qu'on fait du miel et comment est-ce qu'elles vivent entre elles dans une ruche. C'est très intéressant pour les enfants et je pense que c'est très utile effectivement pour parler justement de la préservation des abeilles, qui est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Les fermes de Galie ont organisé la 2e édition de la fête des abeilles, un week-end pour sensibiliser à la protection de ces insectes indispensables à notre alimentation. Un tiers de leur mortalité est causée par le manque de nourriture. À force de faire de la surproduction et de la productivité agricole, on a fini déjà par changer un petit peu le paysage. Elles ont du mal à s'en sortir puisqu'elles ne trouvent pas une diversité dans leur nourriture. Des jolies fleurs qui sentent bon et qui en plus vont leur apporter soit du pollen, c'est-à-dire des protéines, soit du nectar qu'elles transformeront en miel. C'est la première chose pour les observer, pour les voir et pour les protéger. Une colonie d'abeilles est capable de butiner plus de 4 milliards de fleurs par an. Les fermes de Galie invitent à créer des garde-manger dans son jardin ou sur son balcon pour les aider à se nourrir.
Selon la phrase attribuée communément à Einstein, on va y arriver si on remet les mots dans l'ordre, sans les abeilles, il ne resterait que peu de temps à l'homme. Bruno Gancel, bonsoir. Vous êtes le responsable communication des fermes de Galie. Est-ce que cette phrase qui vous a poussé à vous mobiliser, justement? Ce qui nous a poussé à nous mobiliser, c'est le constat qu'on fait sur les populations d'abeilles. Nous, on élève à Galie des abeilles depuis 1986 et on constate, comme bon nombre d'apiculteurs, que chaque année, des colonies d'abeilles disparaissent. Alors que ces insectes sont très importants pour assurer de la pollinisation. Ce ne sont pas les seuls. Les abeilles qui sont dans les ruches sont dites les abeilles domestiques. Il y en a 5 espèces en France, mais il y a plus d'1 millier d'espèces d'abeilles autres dans le pays. Et toutes ces abeilles sont indispensables aux agriculteurs, à nous qui produisons pour nourrir la population. Sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation, donc pas de fruits, pas de légumes. Les fermes de Galie sont implantées à Saint-Cyr-l'École, à Sartrouville également. Vous avez voulu montrer que chacun peut se mobiliser et peut agir aussi. Exactement. Nous, on se mobilise en cultivant plusieurs hectares de plantes mellifères. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est emmener un maximum de gens avec nous dans cette démarche en distribuant des sachets de graines de plantes mellifères et pleines de pollen qui sont facilement semables chez soi, dans une jardinière, dans un massif, et qui vont permettre de nourrir les abeilles quand elles en ont besoin, c'est-à-dire principalement l'été et en fin d'été à l'automne. Les premières actions qui ont été menées remontent à 86, c'est ça, pour les fermes de Galie? Vous aviez installé des ruches déjà? C'est ça. Dès 1986, on a installé nos premiers ruchers sur la ferme de Galie, sur la ferme de Vaulusseau. En 95, on a ouvert notre première ruche pédagogique au sein de la ferme ouverte de Galie. Et on élève actuellement une centaine de ruches dans différents ruchers sur la plaine de Versailles. Là, on parle de vos actions, de la mobilisation du grand public. Il y a aussi une enquête qui est menée régulièrement et encore aujourd'hui. Exactement. On mène une étude depuis 1 an et demi avec Biodiversity, qui est une start-up belge qui vise à utiliser l'abeille pour savoir un petit peu dans quel état se trouve l'environnement qui nous entoure, puisque les abeilles vont visiter toutes les fleurs à proximité de la ruche. On fait des prélèvements à intervalles réguliers chaque saison et on regarde dans ces prélèvements quels sont les pollens, est-ce qu'il y a des pesticides, est-ce qu'il y a des métaux lourds. Et donc il y a 2 ruches sur les fermes de Galie qui sont étudiées. On se rend compte qu'en termes de pesticides, il n'y a pas de souci, qu'en termes de métaux lourds, il n'y a pas de souci. On avait une faiblesse de diversité pollinique l'an dernier, à l'automne 2016. Dès l'an dernier, dès le printemps, on a cultivé 6 hectares de culture de plantes mellifères, de la facélie, du sainfoin, du sarrasin, plein de plantes qui attirent les abeilles. Et en octobre 2017, c'est-à-dire 1 an après, on s'est rendu compte qu'on avait multiplié par 2 à 2,5 la diversité de pollen qu'on retrouvait dans nos ruches. Ça veut dire que ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. C'est une action qui est menée par chacun et aussi notamment par les plus grands. Parce que vous avez planté 7 hectares tout de même, il faut avoir du terrain. Voilà. Alors, oui, mais on est tout seul. Donc on a planté 7 hectares de plantes mellifères. On va en planter 16 hectares cette année. Et ce qu'on souhaite faire, c'est emmener un maximum de personnes et en se disant qu'à 100, 500, 1000, 2000, 5000, si chacun met un petit mètre carré de plantes mellifères dans son jardin, sur sa terrasse, eh bien, on va arriver à ensemencer des surfaces très importantes. Et c'est l'activité de chacun d'entre nous qui, rajoutée bout à bout, va constituer des surfaces importantes. Comme on dit, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et ça s'applique également aux abeilles. C'est peut-être marginal, mais il faut enlever aussi peut-être la peur des abeilles l'été. On a peur d'être piqué et autres, ce n'est pas le cas? Alors, on confond souvent abeilles et guêpes, et c'est l'objectif de journée comme celle-ci du week-end passé, où notre volonté, c'est de sensibiliser les adultes et les enfants, leur faire découvrir ce que sont les abeilles, leur comportement, comment est-ce que fonctionne une ruche. On avait une ruche géante qui faisait 4 mètres carrés, 2 mètres de haut, dans lesquelles on pouvait rentrer, circuler. Et on a vraiment une volonté pédagogique pour arriver à faire comprendre ce que sont les abeilles, que ce sont des insectes qui nous sont très utiles, qui ne sont pas agressifs
et il faut s'en occuper du mieux possible. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui ont pris contact avec vous, qui veulent prendre exemple, voir comment vous avez travaillé, suite aux résultats notamment du travail qui est mené, de l'enquête? Donc on travaille avec un certain nombre d'acteurs locaux, c'est encore un peu prématuré pour en parler, mais oui, cette démarche intéresse de plus en plus de monde. Ouais. Et ce sera l'occasion de revenir en plateau pour en parler plus largement. Avec plaisir. Merci beaucoup Bruno Gancel d'être passé sur le plateau, responsable donc communication des fermes de Galy. On continue à parler environnement avec une autre opération renouvelée à Villepreux, l'adoption de poules par les familles afin de réduire les déchets alimentaires. Une réunion a lieu ce week-end avant l'arrivée des gallinacés dans leur nouveau foyer afin de garantir notamment leur santé. Il faut savoir que cet animal permet de manger jusqu'à 75 kg de déchets alimentaires par an, un geste non négligeable pour la planète. Et puis évidemment, il y a tous les effets induits qui sont très sympathiques dans une ville, c'est de créer du lien dans le voisinage, voilà. Et puis tout un aspect éducatif. Vous avez pu remarquer que la plupart des familles qui étaient là avaient de jeunes enfants. C'est vrai que c'est très pédagogique de s'occuper d'une poule. On quitte les Yvelines pour un temps. Le 71e festival de Cannes se déroule jusqu'au 19 mai. Et comme chaque année, de nombreux Yvelinois se sont rendus sur la Croisette, des professionnels du cinéma, des étudiants et même des musiciens. Grégory Canalé est descendu dans le sud à leur rencontre pour échanger avec eux tout au long de la semaine. Premiers échanges ce soir avec notamment Gaël Pinault, le responsable de la salle Le Grenier à Sel à Trappes. Les images sont signées Alexis Garneau. Le Festival de Cannes attire chaque année 12 000 professionnels du cinéma. Ils sont réalisateurs, producteurs, acteurs et même exploitants de salles. Parmi eux, Gaël Pinault, le responsable du Grenier à Sel de Trappes, vient depuis une dizaine d'années sur la Croisette. L'occasion pour lui de faire des rencontres et de voir des films, beaucoup de films, 3 à 5 projections par jour et de dénicher quelques bonnes idées. Vous êtes présent ici à Cannes pour ce festival depuis le dimanche 6 mai. Dites-nous à quoi ressemblent vos journées sur place ? On a plusieurs types de journées puisque les premiers jours sont consacrés aux rencontres, aux réunions du réseau RSE. Donc on a on a l'Assemblée Générale, des réunions avec toutes les institutions. On voit beaucoup de films aussi. Ça, c'est les premiers jours. Et ensuite, le festival commence. Il a commencé cette année le mardi soir. C'est décalé par rapport aux années précédentes. Et là, maintenant, le festival, c'est comme chaque festivalier. On essaie de voir le plus de films possible. Donc, on fait beaucoup la queue, beaucoup la queue. On mange quand on peut. On marche, on traverse la ville dans tous les sens. L'intérêt et le but pour moi, c'est d'aller voir le maximum de films, de rencontrer aussi le maximum de gens. Et on est vraiment dans... le monde entier du cinéma est réuni à Cannes en ce moment. Et c'est le moment pour rencontrer les distributeurs, les institutions, les collègues, faire les réunions beaucoup. Et ça fait une dizaine d'années que vous venez ici sur place, en tant que passionné de cinéma, de responsable de salle, comme le Grenier à Sel de Trappes. Pourquoi il faut être ici ? Pourquoi c'est le lieu où il faut être, Cannes ? C'est un endroit où il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Il y a beaucoup d'annonces qui sont faites aussi par l'État, le CNC, les DRAC et les distributeurs. Donc il y a beaucoup de choses qui se décident ici, qui s'annoncent ici. Et c'est aussi le moment pour rencontrer les collègues, connaître les problèmes des autres, de savoir quelles solutions ils ont trouvées eux aux problèmes qu'on peut avoir nous aussi. Et aussi beaucoup voir les films, parce qu'en tant que programmateur, ça me permet de voir très à l'avance certains films qui deviendront certainement certains très importants pour l'année. Dernière chose, vous avez vu beaucoup de films ici. On ne va pas vous demander les coups de cœur. Il faut digérer tout ça. Mais est-ce que ça va vous servir dans la préparation de la programmation au Grenier à Sel, peut-être des projections qui seront proposées au Grenier à Sel ? Pour moi, c'est évident. Le Grenier à Sel à Trappes a une programmation très RSE et tous les films du festival sont RSE. Donc je fais mon choix dedans. Ça me permet vraiment de les connaître à l'avance, de pouvoir en parler mieux aussi. Et ça me permet de savoir, de faire mes programmes de l'année et éventuellement d'anticiper vraiment s'il y a une animation à faire, s'il y a un coup de cœur, s'il y a quelqu'un que je peux essayer d'inviter. Et puis bon, on va pas se mentir, il fait beau, ça change un petit peu de la région parisienne. Donc on se ressource aussi pas mal. Merci Gaël Pinault. Merci.
Chaque jour, coup de projecteur sur un film financé par la région Île-de-France. Dead Souls, réalisé par le chinois Wang Bing, fait partie de la sélection officielle dans la catégorie des séances spéciales. Un documentaire de plus de 8 heures qui aborde le destin tragique de milliers de prisonniers morts dans des camps de rééducation dans le nord de la Chine il y a 60 ans. Le film est parti à la rencontre des survivants. Cannes 78, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dès demain pour rencontrer de nouveaux festivaliers yvelinois. Retour dans les Yvelines pour la fin de ce journal avec le challenge Extraction qui se déroulera au Vélodrome national du 24 au 26 mai prochain. En plateau, le commandant Arnaud Wilm, bienvenue. Bonsoir, merci. Le lieutenant Sylvain Rospard, bienvenue également, et le capitaine Emmanuel Bécu. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les trois. Alors en fait, il y a deux événements en un seul. Le premier, ce sont les challenges nationaux de secours routier et de secours d'urgence. Le second est plus tourné vers le grand public avec pour but de réduire l'accidentologie. On va commencer peut-être par les challenges nationaux. Ils existent depuis 1999 et chaque année dans un pays différent. C'est bien ça? Comment ça s'organise? Alors effectivement, les challenges de secours routier existent depuis 1999. Donc ils sont répandus un peu partout dans le monde. Il ne s'agit pas d'une particularité yvelinoise ou d'une fantaisie nationale. C'est vraiment un événement qui existe un peu partout dans le monde, qui est très diversifié. Cette année, il revient aux Yvelines la charge d'organiser le challenge national de secours routier et de secours aux personnes. Cet événement nous a été confié par la Fédération française des sapeurs-pompiers des Yvelines et nous le co-organisons avec notre partenaire principal qui est le groupe Renault. Dans l'organisation, sur les épreuves, le grand public pourra y assister et ce sont des équipes des sapeurs-pompiers de la France entière? Oui, alors ce sont des équipes qui viennent un peu de toute la France et également de pays étrangers, mais je vais laisser la parole au capitaine Bécu qui est en charge. Donc tout à fait, les équipes viennent de 19 départements différents, plus 3 équipes internationales qui viennent également sur ce challenge national. Et on a également 14 équipes qui viennent de départements différents concernant le challenge de secours d'urgence aux personnes. Comment s'organise la préparation de l'équipe yvelinoise? Parce que j'imagine que vous organisez, mais vous avez aussi un esprit de compétiteur et vous voulez peut-être l'emporter à domicile. Tout à fait, bien sûr. Donc l'équipe yvelinoise, composée de 8 personnels, 8 sapeurs-pompiers, s'entraîne actuellement toutes les semaines depuis plusieurs mois pour être prêt pour ce challenge qui se déroule à domicile et évidemment faire bonne figure. Et celui qui l'emporte représentera ensuite la France? Tout à fait, on représentera la France au challenge mondial qui se déroulera cette année en Afrique du Sud. Il y a une vraie différence de niveau, alors déjà peut-être au sein même de la France et des différentes organisations des sapeurs-pompiers, mais aussi avec le reste du monde aussi. Il y a une différence de niveau ou des techniques différentes, c'est aussi l'occasion d'apprendre des choses peut-être, d'échanger. Tout à fait, l'objectif principal reste l'échange et le partage de connaissances et de techniques opérationnelles. Il y a forcément une différence de niveau, il y a surtout une différence de technique, de façon de procéder, puisque tous les pays ne procèdent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes matériels, n'ont pas les mêmes structures hospitalières également. Et puis il y a des colloques qui sont organisés en marge, on va venir sur les animations qui sont prévues, mais il y aura aussi des colloques pour des échanges sur des moments sérieux, on va dire. Il y a plusieurs colloques effectivement de prévus, puisque les véhicules sont de plus en plus sûrs, mais malheureusement il y a toujours il y a toujours trop de morts sur les routes, et donc ces colloques sont l'opportunité en fait d'échanger sur des axes de progrès entre sapeurs-pompiers, mais également avec des urgentistes, des médecins, des constructeurs automobiles, afin de faire évoluer nos techniques et de renforcer nos compétences dans l'intérêt des victimes accidentées. Alors on le disait, le grand public pourra assister à tout ça, du 24 au 26 mai au Vélodrome national, donc à Saint-Quentin en Yvelines, et puis il y a aussi des animations qui sont prévues, il y a plus de 30 animations organisées. Tout à fait, près de 30 animations liées à la sécurité routière afin de sensibiliser le grand public et les scolaires à la sécurité routière. On aura un bus tonneau, il y a un seul bus tonneau qui existe en Europe, qui sera présent, qui permet, si vous voulez, de comprendre comment sortir d'un bus couché sur le flanc. Voilà, donc des animations avec des voitures tonneaux,
comment évacuer un bus en situation d'incendie avec des lunettes de réalité augmentée. Donc tout un tas d'animations vraiment liées à la sécurité routière pour sensibiliser surtout les plus jeunes, les générations futures, à la sécurité routière. Et nous allons accueillir en partenariat avec l'Éducation nationale près de 2000 élèves sur 2 jours qui pourront participer à l'ensemble de ces ateliers. Et 2000 élèves yvelinois Yvelinois, qui vont venir sur collège et lycéens yvelinois. Collège et lycéens qui vont venir participer. Comment se passe l'entrée sur le site? Est-ce que c'est payant, c'est gratuit? Est-ce qu'on peut venir sur certains des événements? Entrée gratuite, libre pour tout le monde. Et le samedi, on aura une approche plus sur le handicap, les personnes à mobilité réduite. On parle beaucoup des morts sur la route, très peu des blessés et des blessés graves avec des handicaps lourds. Et donc du coup, on va vraiment lier la journée du samedi au handicap. Ça sera intéressant pour le public aussi de se confronter aux personnes en situation de handicap et de se mettre à leur place. On va faire tout un tas d'animations. Arnaud, on peut en parler. C'est réellement innovant, en fait, cette approche de la sécurité routière, puisque c'est une approche qu'on a voulu, en fait, par le biais des émotions, qui fait appel un peu aux connaissances de chacun, qui oblige à réfléchir. Et c'est comme ça, en fait, que l'on pense rehausser le niveau de résilience des Français par rapport au domaine de la sécurité routière. C'est aussi un moyen de garder un échange, un lien, un contact pour les sapeurs-pompiers avec le grand public, qui sera nombreux. Combien de personnes vous attendez d'ailleurs? Plusieurs milliers de personnes par jour. Et effectivement, on va faire également de la prévention incendie. Alors, le public a plus l'habitude de la prévention incendie liée aux pompiers, mais là, c'est vraiment plus lié à la sécurité routière. Et le public yvelinois est très attaché à ses sapeurs-pompiers et nous le rendent bien. Donc, on va aussi, nous, se mettre à leur disposition pour parler de ce sujet très sérieux. Un dernier mot pour faire venir le public. Vous leur diriez quoi? Venez, tester, vibrer. Voilà. Ce sont les 3 mots-clés à retenir. Merci à tous les 3. Je le rappelle, du 24 au 26 mai, c'est ouvert à tous, vous l'avez bien évidemment entendu. Et puis l'actualité de ce challenge et puis les animations, ce sera à suivre aussi sur notre antenne, bien évidemment. Merci encore. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain, mardi 18h, pour une nouvelle édition. Très belle soirée.